Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal. Chérif Sy est levé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Le président du Conseil national de la transition reçoit ainsi la plus haute dignité dans l'Ordre national burkinabé. Son action pour sauvegarder les institutions de la République au moment de la tentative de coup d'État lui ont valu ce titre. Si les travaux se poursuivent à l'allure actuelle, la mise en eau du barrage de Samandéni sera pour le mois de juillet. Le taux d'exécution est à ce jour à 91%, de quoi réjouir les partenaires au projet. Visite guidée sur le chantier de la vallée dans quelques instants. L'harmattan est là avec son vent très chaud le jour et plus froid la nuit. La poussière qui l'accompagne n'est pas sans conséquence sur la santé. Des mesures d'hygiène s'imposent aux tout petits comme aux plus grands. Dans ce journal, quelques conseils pratiques à voir et à adopter. Elle repose désormais auprès de son défunt mari. Jacqueline Kizerbo a été inhumée ce jour à Thomas. Ils étaient nombreux à l'accompagner à sa dernière demeure, non sans émotion et témoignage sur la vie de celle qu'on appelle affectueusement l'Amazone des années 60. Mais avant de développer ces titres, cette rencontre entre le président Michel Kafando et les membres du Conseil supérieur de la magistrature, la rencontre se tient dans un contexte de déconnexion entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. En effet, depuis la réforme constitutionnelle du 10 novembre 2015 consentie par le CNT, le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Adama Guiti et Solange Guigma. Ce fut l'occasion pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature de traduire leur reconnaissance au président de la transition pour les innovations entreprises pour renforcer l'indépendance de la justice. Les magistrats dans les juridictions sont désormais évalués et notés par leur supérieur hiérarchique immédiat. Les chefs de juridiction, sièges et parquets, y compris les chefs des hautes juridictions, seront désormais désignés par le Conseil supérieur de la magistrature sur appel à candidature avec des critères définis pour chaque profil. L'impossibilité pour le magistrat, même en disponibilité de faire de la politique. Il n'y a donc désormais qu'une seule option pour le magistrat qui veut faire la politique, c'est la démission. La première responsable du Conseil supérieur de la magistrature a également relevé au compte des acquis engrangés sous l'autorité du président Kafando et sous la houlette du ministre de la Justice, Joséphine Ouédraogo, la facilitation de l'exhumation des restes du président Thomas Sankara, la relecture des textes de la Haute Cour de justice et l'adoption du pacte pour le renouveau de la justice. Prenons l'engagement de mener à bien cette mission avec toute la fermeté nécessaire à l'indépendance de la justice. Je suis vraiment content de pouvoir profiter de cette occasion la dernière pour d'abord vous saluer et vous dire que dans toute la mesure du possible, nous avons été disponibles chaque fois où cela a été nécessaire de vous rencontrer et d'aider aussi à résoudre les problèmes de la magistrature parce que nous sommes conscients de l'importance de votre fonction, de l'importance de votre département. Cette rencontre intervient après la déconnexion juridique du pouvoir judiciaire de l'exécutif instituée suite à la révision constitutionnelle par la loi constitutionnelle du 5 novembre 2015 et promulguée par décret le 26 novembre 2015. Les États-Unis d'Amérique réaffirment leur partenariat avec le Burkina après les élections. Les nouvelles autorités peuvent compter sur l'engagement du gouvernement américain à soutenir les efforts pour un Burkina meilleur. L'ambassadeur Toulinabo Mouchingi est allé lui-même le dire au président Kafando. Le point avec Alidou Badini et Nyarkiteda. La nation burkinabé lui a été reconnaissante. Fait officier de l'ordre national le 16 décembre dernier, Toulinabo Mouchingi revient dire merci au président du Faso et le féliciter pour avoir su conduire la période transitoire à bon port. Depuis octobre, on a eu la première crise en décembre, on a eu notre crise en février, on a eu notre crise en juin, on a eu notre crise en septembre. Et dans toutes ces crises, vous étiez là avec nous. Vous avez remarqué comment avec la sagesse du président Kafando, donc je tenais à le féliciter de ce point-là. À quelques jours de la fin de la transition, le diplomate américain rassure le Burkina et ses nouvelles autorités du soutien du pays de l'oncle Sam, surtout dans les domaines du développement durable, la bonne gouvernance et la sécurité. Non seulement pour la sécurité intérieure
à l'intérieur des frontières du Burkina Faso, mais la sécurité régionale qui aide la sécurité internationale et qui aide aussi les pays comme les États-Unis. Le domaine de la bonne gouvernance, nous allons continuer à travailler d'arrache-pied avec les nouveaux élus, vos nouveaux élus, les gens que vous avez choisis comme leaders de votre pays. Ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso depuis juillet 2013, Toulinabo Mouchingi a aussi exprimé sa gratitude aux hommes et femmes du Burkina pour leur intégrité. Les autorités de la transition reconnaissant de l'œuvre de Chérif Sy durant la tentative du putsch en septembre dernier, une action qui a permis de sauvegarder et de défendre les institutions de la République. Elle lui a valu d'être élevée à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national burkinabé. Les détails avec Yacouba Gamene et Nyakiteda. La cérémonie de décoration est présidée par le président de la transition en personne. À travers cet arrêt, Michel Kafando traduit la fierté et la reconnaissance de l'État burkinabé et la nation toute entière au président du CNT, le Conseil national de la transition. Je vous élève à titre exceptionnel à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national. On se souvient encore, Moumina Chérif Sy a assuré l'intérim du président du Faso quelques jours. Et à ce titre, il a coordonné la résistance aux côtés des forces vives et de défense nationale pour faire échouer le coup d'État de septembre dernier. Aujourd'hui, le résistant en chef arbore fièrement les insignes de Grande Croix de l'Ordre national. Je pense que son Excellence, le président Kafando, a voulu adresser une reconnaissance à l'ensemble de notre peuple, à travers sa jeunesse, à travers ses femmes. C'est aussi une félicitation et une reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité. À cette cérémonie de décoration, l'occasion a été belle pour présenter la garde bleue du Parlement. C'est une garde pour rendre plus visible l'Assemblée nationale, mais aussi pour les honneurs à son président et à ses invités de marque. Au Burkina Faso, la planification familiale enregistre des progrès notables. Le pays peut même servir d'exemple en la matière. L'Institut supérieur des sciences de la population et ses partenaires l'attestent. Ils ont mené une enquête statistique dont les résultats ont été restitués à Ouagadougou. Explication Moussa Ouedraogo, Maxime Zongo. La planification familiale, voilà la stratégie retenue par le Burkina dans le cadre de sa politique d'amélioration de la santé de la reproduction. Objectif, contribuer à sauver des millions de vies de femmes et d'enfants. Participe de cette stratégie l'implication de notre pays dans la mise en œuvre de la plateforme PEMA 2020, un mécanisme de collecte de données sur la santé de la reproduction. La collecte se fait sur les téléphones portables avec un programme préinstallé à l'intérieur et qui nous permet tous les 6 mois d'aller sur le terrain et de mesurer les progrès qui ont été réalisés au niveau de la planification familiale. Cette fois-ci, nous sommes dans la 2e vague de collecte et les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus montre plutôt des signes encourageants au niveau de la planification familiale. Parce que le taux de prévalence a fait un bond quand même de 5 points si on compare par rapport aux indicateurs qu'on avait au niveau de l'enquête démographique et de santé de 2010. Ces résultats sont destinés à guider l'action des différents intervenants du secteur de la planification familiale, mais constituent également des matériaux qui sont d'un appui à l'enseignement et à la formation des spécialistes. L'Institut supérieur des sciences de la population a bénéficié de l'appui de l'Institut Gates et de l'Université Johns aux États-Unis. La Croix-Rouge burkinabé ne baisse pas la garde face à la maladie à virus Ebola. Elle a endeuillé, vous le savez, des milliers de familles dans la sous-région ouest africaine. Et même si le Burkina en a été épargné, le pays doit se préparer à une éventuelle épidémie. Un cas pratique a été donné à voir à la fin d'une session de formation sur la question à l'endroit de médecins et d'attachés de santé. Ibrahima Sombier et Solange Guigma, reportage.
Ils sont 24 médecins et infirmiers venus de divers districts sanitaires de la ville de Ouagadougou à prendre part à cette stimulation de prise en charge d'un cas suspect de la maladie à virus Ebola. L'objectif est de développer les réflexes des équipes d'intervention rapide et référents Ebola des districts CHR, CHU, CHN et centres sanitaires privés du Burkina. C'est pour que les équipes puissent s'habituer à prendre en charge les cas de maladie à virus Ebola au cas où cette situation adviendrait au niveau du Burkina Faso. Les procédures et les investigations à faire pour prendre en charge un cas suspect, les précautions à prendre pour le port et l'enlèvement de la combinaison, les techniques de lavage des mains et le suivi des contacts n'ont plus de secret pour ces praticiens de la santé humaine. Je peux dire qu'on est aguerri par rapport à une éventuelle épidémie, une suspicion de MVE. Ça a été une semaine de formation, mais très enrichissante. Face à un cas suspect ou bien confirmé, comment on peut prendre en charge le patient. Aussi bien ne pas abandonner le patient à son sort, mais tout en se protégeant aussi contre cette maladie. À travers cette formation de 5 jours, le consortium de la Croix-Rouge, ONG Alima, avec l'appui financier de l'Union européenne, entend participer au renforcement des capacités techniques des agents du ministère de la Santé. Voici un dossier qui sera mis sur la table du prochain gouvernement, le plan stratégique de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines. Le Conseil national de lutte contre l'excision a convié des acteurs qui travaillent en ce moment même sur le référentiel. Nous en savons plus sur son contenu avec Issa Kafando et Hortense Evelyne Yilemo. C'est un référentiel doté d'un plan opérationnel qui sera soumis aux participants. Grâce à leur expertise et leur expérience diverses, ces participants vont devoir parfaire le plan stratégique national contre les mutilations génitales féminines 2016-2020 afin de l'adapter au contexte national, un contexte marqué par quelques poches de résistance. C'est surtout la tranche d'âge de 0 à 14 ans qui nous intéresse parce que c'est cette tranche d'âge qui est la tranche jeune qui nous donne un peu la photographie des actions menées depuis 1990 à nos jours. Alors, le taux de prévalence dans cette tranche d'âge, selon l'IDS 2010, est de 13%. Ce plan stratégique devrait être un guide pour tous les acteurs intervenant dans le domaine. Il met un accent particulier sur le renforcement des acquis des plans précédents. Nous avons 5 axes où nous avons le renforcement des actions de communication, des actions de prise en charge des séquelles des MGF. Nous avons également la promotion et la protection des femmes dans le contexte des MGF. Et nous avons des axes concernant le suivi et les recherches en matière de la pratique de l'excision au Burkina Faso. Il est donc attendu des participants des recommandations qui vont permettre d'obtenir un document qui répond aux attentes de la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, notre santé est mise à l'épreuve en cette période d'harmattan. Vent sec, chaud le jour et froid la nuit, accompagné de poussière, la peau et les voies respiratoires sont vulnérables. À Bobo-Dioulasso, nos reporters sont allés à la recherche de conseils pratiques et utiles. Voici le dossier que signent Karim Ilboudo et Mireille Carole Tourma. L'harmattan est là avec son corollaire de poussière, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Les maladies couramment rencontrées à cette période d'harmattan, ce sont les maladies de la peau d'abord. La peau devient sèche et puis ça devient un peu blanchâtre. Les lèvres peuvent se fendiller et même commencer à saigner chez certaines personnes. Et il n'y a pas que la peau qui fait les frais de l'harmattan. Cette période rime également avec la poussière qui peut engendrer des maladies respiratoires, la conjonctivite ou la méningite par exemple. Face donc à cette situation, des mesures s'imposent. Il faut aider la peau à lutter contre cette sécheresse-là. Donc, l'utilisation de crèmes hydratantes que vous trouverez en pharmacie ou à défaut
utiliser le beurre de karité qui est accessible à tous. Pour ceux qui circulent à mobylette, le port de casque, une fois encore, au-delà du fait que ce soit pour la sécurité routière, c'est aussi pour améliorer la santé, parce que lorsqu'on circule, on augmente les chances de rencontrer des particules qui sont des ennemis de l'organisme, et le fait de porter un casque permet de protéger de façon globale toute cette sphère ORL et les yeux également. Il faut aussi songer à se faire vacciner contre la méningite et contre la grippe, et aussi pour les aliments tels que les légumes que nous consommons crus, il faut bien les désinfecter, les laver avant de les consommer. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions protéger notre organisme des maladies auxquelles nous sommes exposés en période d'harmattan. La santé n'a pas de prix, mieux vaut prévenir que guérir. Et nous restons dans les Hauts-Bassins pour évoquer la mise en eau du barrage de Samandéni. Elle pourrait intervenir en juillet prochain si les travaux de construction et de l'infrastructure continuent d'avancer. Actuellement, le taux d'exécution est estimé à 91%, ce qui satisfait les partenaires au projet, dont le PEDIS, le programme de développement intégré de la vallée, qui a effectué une visite de chantier. Drissa Traoré, Moussa Sanon. Lentement mais sûrement, le barrage de Samandéni prend forme. En attendant la mise en eau prévue pour le mois de juillet prochain, le comité de pilotage peut se dire satisfait de l'état d'avancement des travaux dont le taux d'exécution est estimé aujourd'hui à 91%. Comme gros ouvrage, il reste à achever la construction de la centrale hydroélectrique et la digue. La mobilisation des ressources financières va constituer une des principales contraintes. Mais nous pensons que toutes les autorités aujourd'hui sont conscientes qu'il faut vraiment rassembler, mobiliser toutes les énergies pour terminer avec ce chantier en 2016 parce qu'il n'a que trop duré. Le comité de pilotage du PEDIS, le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, garde espoir que les travaux de construction du barrage vont s'achever en juillet prochain. En attendant, il salue déjà les entreprises en charge de l'exécution des travaux. En tout cas, nous félicitons les entreprises qui, malgré les problèmes financiers, n'ont pas bloqué l'avancement des travaux. Et nous transmettrons à qui de droit, en tout cas avec de faire un plaidoyer, qu'on puisse faire débloquer ces situations dans les meilleurs délais. En plus de la visite de terrain, le comité de pilotage du PEDIS a tenu sur le site du barrage sa deuxième session ordinaire de l'année. Il s'agit au cours de cette rencontre d'examiner le fonctionnement du projet afin de faire des recommandations à l'intention du gouvernement et de tous les partenaires intervenant dans la vie du programme. Une autre visite retient notre attention et nous sommes dans des plantations de bananes plantain. Jadis cultivées dans les pays côtiers, la banane plantain made in Burkina, bientôt une réalité. Pour convaincre les plus sceptiques, une parcelle de démonstration est expérimentée à Diaradougou, à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso. Voyons cela avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Tenez-vous bien, ce n'est pas de la banane douce, mais la banane plantain. Une nouvelle variété introduite pour la toute première fois au Faso grâce au PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, à travers le Centre national de spécialisation en fruits et légumes. L'objectif de ce test, c'était d'évaluer le comportement de 3 variétés de plantain ou bananier plantain que nous avons introduites de la Côte d'Ivoire. Ce test a été mis en place en 2014, précisément en novembre 2014. Et au préalable, nous avons reçu les plants au stade Vivo. Les 3 variétés de bananes importées ont été cultivées ici à Diaradougou dans les mêmes conditions agronomiques que celles de la banane douce. Et après une année d'expérimentation, le résultat est là. La FIA, qui est notre première variété, elle a un cycle de 10 à 12 mois. Et elle a un rendement de 40 tonnes hectares. Alors nous avons la Big Ebanga avec un rendement de 25 tonnes à l'hectare. Nous avons la Pita qui est la plus précoce. Elle, son cycle est de 9 à 10 mois avec un rendement de 25 tonnes à l'hectare.
Au cours de cette visite guidée, les producteurs de bananes ont pu eux-mêmes constater de visu le fruit de cette première expérimentation. Ils disent attendre impatiemment sa diffusion à large échelle. Rendons-nous à présent dans le Goulmou pour un safari. Ce n'est pas pour une randonnée, mais l'acronyme du Salon de la faune et des ressources intégrées. C'est la trouvaille de l'association Adresse qui veut promouvoir les richesses fauniques forestières et halieutiques de la région. Plus de précisions avec Mahamadi Oudraogo et Alassane Kiandrebeogo. La coupure de ce ruban marque ainsi le top de départ du safari du Goulmou 2015 à Fadangourma. Un salon des aires de faune, des arts et des ressources intégrées pour rendre visibles les richesses fauniques, forestières et agro-silvo-pastorales du Burkina. Nous sommes venus pour faire découvrir toutes les potentialités touristiques de ce pays en matière de faune, surtout dans le parc national d'Arli. Ça, c'est la poudre de pin de singe, et comme les autres le connaissent. Et ici, nous avons le soumala. Quand on parle du renier, on parle de la vannerie. Donc le renier, c'est un arbre aussi qu'on ne peut jamais jeter. Ce sont les spécificités de la région de Cascada. Selon les promoteurs, les ressources naturelles de l'Est occupent plus de 60% de l'économie locale. Toutefois, ces richesses, malgré leur importance dans l'économie rurale, ne sont pas encore bien valorisées. Cette région est potentiellement nantie en matière de ressources fauniques et forestières qui sont parfois même méconnues même par les natifs de cette région de l'Est. L'objectif qui est visé, c'est de le faire connaître d'abord au niveau régional, ensuite au niveau national, pourquoi pas au plan international. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques s'est réjoui du safari du Goulmou. En accompagnant ce type d'activité-là, on participe en tout cas à la promotion de l'économie locale. Deuxième du genre, ce salon se tient sous le thème « Conservation des ressources fauniques et forestières, développement durable du tourisme et de l'écotourisme dans la région de l'Est ». Après le Goulmou, direction le Yatenga où ce qui fait l'actualité intéresse le monde paysan. Des acquis en matière de droits fonciers sont à noter par le réseau Ten Forest. De retour de Waïgouya, Nongba Kouda et Salih Doussa nous font le point. C'est l'heure du bilan à Ten Forest. Face à la presse, ce réseau qui œuvre dans la promotion et la préservation des droits fonciers des paysans a dévoilé ses acquis dans la commune de Waïgouya. On a d'abord l'existence d'une alliance de plaidoyer qui regroupe aussi bien des structures publiques que des structures de la société civile. Nous avons mené des actions donc, de sensibilisation auprès des bénéficiaires pour que ces bénéficiaires apportent eux-mêmes le plaidoyer. Et nous avons comme un acquis important la sauvegarde d'un site de Yakuba Sawadogo au niveau de Gourgas à Waïgouya qui avait été parcellé par le lotissement. Et grâce à nos actions de plaidoyer, les parcelles ont été libérées et les attributaires ont bénéficié des parcelles ailleurs. Malgré ces résultats, il reste beaucoup à faire sur le terrain. Pour le réseau, la plupart des agriculteurs sont confrontés à des situations de non-respect de leurs droits fonciers. Et pour y remédier, Ten Forest compte intensifier ses actions de plaidoyer dans 8 autres sites de la même localité et sur l'ensemble du territoire où le besoin se fera sentir. Pour la promotion des technologies de l'information et de la communication, une journée sans papier a été initiée. Le ministère de l'économie numérique y inscrit également la dimension préservation de l'environnement. Cette année, la commémoration a eu lieu à l'Université libre du Burkina. Le point avec Jean-Eudes Bayala, Oumar Zombré et Monkoun Dabiri. Une journée sans papier au Burkina Faso. C'est le concept qui est développé ici par le ministère de l'économie numérique et des postes. Un concept qui entre dans le cadre de la politique du gouvernement qui vise à préserver l'environnement par la promotion des TIC. Je pense que les TIC, sur lesquels nous sommes tous d'accord, que ce sont des nouveaux outils qui peuvent apporter le développement, les TIC sont en mesure donc d'apporter une solution à cette difficulté. Et aujourd'hui, une journée sans papier, rien qu'une journée sans papier, nous apporte énormément en termes donc de gains, en termes de productivité, en termes donc d'économie, sur le plan écologique, sur le plan environnemental.
Pour mieux vulgariser l'éthique, le ministère et ses partenaires ont initié une formation en création et gestion de blogs et de sites web à l'intention des étudiants et des journalistes. Nous avons appris les techniques de création et de gestion de blogs et de sites web. Je suis satisfait quand même de cette formation. J'ai pu créer mon propre site qui parle sur l'eau, c'est la vie. 3 jours, c'est le temps qu'a duré cette formation. Et les initiateurs entendent la répéter afin d'amorcer le passage du tout papier à zéro papier. La communauté musulmane se satisfait des actions menées par son tout nouveau bureau exécutif. Face à la presse, le bureau a fait le bilan des chantiers de ces derniers mois. Dans la foulée, la date de la célébration du Mouloud 2015 a été fixée. Amado Ilboudo, Drissa Séré. Depuis sa mise en place en juin 2015, le nouveau bureau exécutif permanent de la communauté musulmane du Burkina a mené plusieurs activités. Dans le cadre de missions de médiation et d'apaisement du climat social, il a accordé des audiences à des personnalités et à des partis politiques. Il a organisé des journées de solidarité et de prière pour les morts de la Mecque, les martyrs de l'insurrection et du putsch manqué, et a créé un fonds de solidarité pour les familles de toutes les victimes. Certes, les événements que le pays a connus n'ont pas facilité la tâche, mais les responsables de la communauté musulmane se réjouissent de leur contribution, ne serait-ce que modeste, à la paix sociale. Cette paix, elle est plus importante. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et nous, pendant les 6 mois, nous avons été bousculés justement par ces événements et nous avons compris que la paix, c'est facteur de développement. Et sans la paix, pas de développement. Et au niveau des comités provinciaux, nous avons aussi partagé un certain nombre de préoccupations avec ces comités-là pour qu'ils comprennent que les activités doivent être planifiées et exécutées avec un certain nombre de responsabilités. Il y a des bureaux qui doivent être renouvelés, il y a des bureaux qui doivent être complétés. Il y a aussi des fonctions que nous devons préciser à un certain nombre. Pour cette première année de son mandat, le bureau exécutif s'attellera au renforcement des capacités des comités provinciaux et des membres des commissions générales. Coexistence pacifique en islam, c'est le thème retenu pour célébrer le Mouloud prévu le 23 décembre 2015. Décédée le 15 décembre dernier à l'âge de 82 ans, Jacqueline Kizerbo repose à Toma dans la ville natale de son défunt époux. Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage, nous disent Daouda Ouattara et Olopoda. Jacqueline Kizerbo repose désormais aux côtés de son époux, le professeur Joseph Kizerbo, dans le domicile familial à Toma. À 82 ans, Jacqueline Kizerbo s'est éteinte le 15 décembre dernier, le même mois que son mari décédé il y a 9 ans. Une fin de parcours qui laisse un vide dans le cœur de ses proches. C'était une chrétienne accomplie. Et je voudrais rappeler un des passages de la parole de Dieu, la parole de vie, qu'elle aimait bien. Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire, sa gloire. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour de tristesse. On doit sortir de ce jour-là avec une force et une grande espérance. Depuis l'annonce du décès de cette grande dame, engagée de son vivant dans les chantiers du développement endogène et la promotion de la femme africaine, la douleur de ses proches est restée intacte. Des proches qui l'ont accompagnée ce matin à sa dernière demeure. À la paroisse Sacré-Cœur de Toma, la défunte a rassemblé parents, amis et connaissances dans la communion de prières et de partage fraternel. Elle a lutté pour l'épanouissement de la jeune fille et partant pour tout le peuple voltaïque depuis son temps jusqu'à nos jours, le peuple burkinabé. Alors nous, ces enfants, nous ne pouvons que parler de cet amour et de vivre cet amour, c'est un héritage qu'elle nous a laissé. Et à nous maintenant de continuer cette œuvre qu'elle a entreprise pour que nous puissions construire ensemble un Burkina prospère. Femme socialement engagée, dame de conviction, grande intellectuelle, ce sont selon des témoignages des qualités et des valeurs que l'administratrice générale de la Fondation Joseph Kizerbo a incarné tout au long de sa vie ici-bas. Elle rend à jamais les armes de son combat.
Ainsi, en a décidé la loi de la mort qui vient d'affliger tout le peuple burkinabé. Oui, et plusieurs témoignages ont ponctué l'inhumation de Jacqueline Kizerbo. Ses filles du cours moderne et ses anciens élèves d'autres lycées reconnaissent tout ce qu'elle a été, cette Amazone, tout au long de sa vie. Jacqueline a toujours travaillé toute sa vie durant à assurer la cohésion de la famille, à consolider les relations familiales. Alors, si j'ai deux qualificatifs pour la qualifier, je dirais Jacqueline l'infatigable, Jacqueline l'intercesseur. Parce que c'était une belle sœur qui aidait toute la famille, matériellement, moralement. Du côté du portefeuille aussi, il aidait beaucoup la famille. Je le regrette beaucoup. Elle nous a accompagnés comme elle a pu accompagner ses propres enfants. Comme une éducatrice, parce qu'elle nous a donné beaucoup d'enseignements de la vie à travers cette volonté que chacune de nous puisse réussir à l'école, dans l'établissement où chacune évoluait. Et nous avons beaucoup appris sur le plan de la morale, sur le plan de l'engagement, la détermination à réussir et à être une personne responsable dans notre pays. C'est sûr que notre province est affectée par cette disparition. La région est affectée par cette disparition. Je dirais l'ensemble du pays est affecté par cette disparition. Mais je pense que ce soit le professeur, que ce soit la maman Jacqueline Kizerbo, ils ont laissé des héritiers bien formés, assez dynamiques, qui vont continuer le combat pour la liberté, pour la démocratie et pour le développement, qui étaient des vœux qui leur étaient très chers. Les témoignages recueillis à Thomas pour nous par Daouda Ouattara et Olopoda. L'éducation des filles et des garçons était l'un de ses combats. Jacqueline Kizerbo serait sans doute interpellée par le film d'un jeune réalisateur que nous découvrons. Il est parti d'un fait courant, l'utilisation du lampadaire public par les élèves et les étudiants pour bûcher. Daouda Ouattara et Moukounda Biré, reportage. L'espoir du lampadaire, un documentaire qui aborde la question de l'accès à l'électricité au Burkina. Le film dépeint les conditions d'études précaires de l'univers scolaire et estudiantin. Faute d'électricité à domicile, élèves et étudiants ont pour seul recours les lampadaires publics pour la préparation de leurs examens et concours. Ce film nous rappelle nos propres souvenirs. Vous voyez que les étudiants, les conditions à l'université, comment manger, comment dormir, comment étudier, voilà, ça interpelle. On a tous passé par ça, voilà, donc on s'est dit, bon, pourquoi ne pas amener ce sujet pour susciter un peu de réponse à ces phénomènes. Pour l'équipe de réalisation, il s'agit de mettre le doigt sur un mal qui ronge la société et poser du même coup le problème de la formation de la jeunesse burkinabé. J'ai voulu susciter l'intérêt, pas seulement de l'Afrique, mais aussi de l'Europe. Moi, je suis européenne et malheureusement, c'est très triste de voir que seulement le 13% de la population burkina a accès à l'électricité. Dans mon pays, on a le 100%. Et moi, je souhaite que pour le Burkina, je souhaite que ça sera très vite comme ça. Les initiateurs nourrissent l'espoir que le documentaire suscitera une réaction des autorités afin que soit prise en compte la question de l'énergie dans la formation académique, dans les écoles et universités en Afrique. Un seul hebdomadaire a retenu l'attention de Sibidi Salan Kwande pour sa revue Les Sujets, le 17e anniversaire de la disparition du journaliste Norbert Zongo et le bilan de la transition. Le journal du jeudi revient sur la commémoration de l'an 17 du drame de Sapuy. Le dossier ne connaît toujours pas de dénouement et Gigi voit dans les différentes actions posées depuis la réouverture du dossier seulement que de bonnes intentions, mais toujours pas la vérité. D'abord, Kafando, puis son Premier ministre avait annoncé en 2014 que la lumière serait faite sur les circonstances de la mort du journaliste. La ville de Ouagadougou a aussi procédé au baptême d'une avenue à son nom
que de proclamations de bonne foi, clame le dromadaire. Les autorités ont posé des actes qui font penser qu'on va dans la bonne direction, mais la soif de vérité et de justice est loin d'être étanchée. Pour Gigi, l'éclaircie viendra seulement avec la veille des acteurs de la société civile qui ont fait de la manifestation de la vérité leur leitmotiv. La pression qu'elles ont décidé de maintenir sera la seule qui permettra de savoir qui a tué Norbert Zongo et qui a ordonné de le faire, conclut Gigi. Dans sa rubrique Digeste, le dromadaire se penche sur la politique nationale en s'essayant à un bilan de la transition à quelques jours de son terme. De bilan, il s'agit plutôt de ce qu'il qualifie de non-dit de la transition. Si de l'extérieur on peut affirmer que tout est bien qui finit bien, de l'intérieur ce n'est pas le sentiment qui se dégage, affirme Gigi. Pour le journal, le problème n'est pas tant les actes posés par les acteurs de la transition, mais plutôt le fait que ces actes aient été posés sans explication à l'opinion. Sont de ces actes la promotion du Premier ministre au grade de général de division ou encore celle de certains de ces acteurs au poste d'ambassadeur. Saurait-on jamais ce que cela cache, s'interroge le dromadaire qui espère que si, car la fin de la transition ne signifie pas la disparition de ces acteurs. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.